Voilà, alors aujourd'hui nous sommes avec Jean-Pascal de Bailleul. Jean-Pascal est un écrivain, quelqu'un qui s'intéresse au monde des contes. Il a développé une méthode inédite de thérapie par les contes. On le rencontre aujourd'hui à son domicile. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour. Alors Jean-Pascal, on va discuter ensemble sur votre approche. Alors à travers tout un tas de livres, vous avez commencé par Vivre la magie des contes, la synchronicité par les contes, la voix des contes. Donc comment vous avez mis en perspective le message des contes? Moi, je relis une préface de Jodorowsky qui dit que dans la voie des contes, pour Jodorowsky, il y a un travail magistral qui a été fait pour lui. L'authentique sagesse de l'Occident sauvegardée dans les contes de fées et mise à disposition pour peut-être une méthode thérapeutique. Alors, comment vous êtes arrivé à cette magie des contes et comment vous la faites vivre aujourd'hui? Oui, ma particularité, c'est de faire vivre les contes. Pas raconter les Mm. contes, faire vivre les contes. Car il y a dans les contes une sagesse, qui est une sagesse du miraculeux, du merveilleux, hein, conte merveilleux, conte du miraculeux, du changement miraculeux. Et ce que j'ai mis au jour très simplement dans les contes, c'est ces clés pour vivre le miraculeux, c'est-à-dire traiter les questions de son existence de manière miraculeuse. Et il n'y a pas plus miraculeux que l'ouverture de l'inspiration. Mm. C'est-à-dire que la sagesse que j'ai fait émerger dans les contes de fées, dans ces contes merveilleux, c'est une sagesse de l'inspiration, le recours à l'inspiration. Et à fréquenter les contes pour en montrer les clés de sagesse, j'ai fini par faire ressortir à l'intérieur de ces contes une structure vitale, une structure de créativité qui montre comment, face à une situation d'impasse, par une percée créatrice, le héros trouve le passage, une sortie d'impasse, qu'ensuite il va devoir mettre en œuvre dans le contexte d'obstacles, de contradictions, hein, dans le contexte de l'impasse, et la mettant en œuvre, cette inspiration, hein, cette sortie d'impasse, cela va donner lieu à une accélération qu'il va falloir gérer et par rapport à laquelle, oui, toutes les ressources d'un modèle d'accomplissement, d'un royaume à délivrer, dont nous sommes Mm. porteurs, vont permettre de vivre cette accélération pour se retrouver dans une totalité où on ne vient plus seulement à s'accomplir soi-même, mais à concourir à de multiples accomplissements, oui, de protagonistes qui ont part Mm. à notre propre accomplissement. Cette structure vitale du conte est principalement ce que je donne à vivre, c'est-à-dire aux personnes qui m'approchent et qui viennent se ressourcer dans cette méthode de changement, de coaching par les contes. La proposition, c'est de traiter les questions de leur vie sur ces 4 niveaux de créativité. Voilà, alors on va creuser un peu tout ça. Peut-être question préalable, moi je vous ai découvert à travers La Voix des Contes, un livre qui va être réédité prochainement, et ce qui m'a paru, parce que je m'intéresse au tarot aussi, c'est l'idée de tirer un conte comme on tire une carte de tarot. Et la question que j'avais vous poser, dans ce livre il y a 52 contes, comment vous avez construit votre corpus de contes? J'ai construit le corpus de contes auquel je me réfère à partir de cette structure vitale, c'est-à-dire il y a 4 grandes fonctions dans les contes. Il y a la fonction du roi Oui, qui allez-y, donne l'objectif, oui. qui donne la direction, Mhm. qui indique le problème à résoudre. Il y a le héros qui va mettre en œuvre cette direction du roi et qui va recevoir l'ouverture et qui va s'engager dans l'ouverture. Il y a la fée qui est la potentialité de ressources dans lequel le héros va les puiser, et il y a la totalité. Et j'ai, pour chacune de ces fonctions, dans le séminaire que j'ai construit, j'ai un certain nombre de comptes. Et en fait, le mouvement, euh, mon comment pourrais-je dire, le parcours de compte que je donne à vivre se fait sur une année, Mhm. sur 52 semaines, 52 comptes.
C'est très simple. Ah oui, c'est par rapport à ça. Ok. C'est Oui, ce qui ok. s'est avéré au final, Oui. mais ça ne s'est pas construit sur cette... Vous l'avez pas pensé avant que Pas du tout. ça s'est Il s'est trouvé finalement que c'était ça. qu'il y a 52 comptes. Voilà. Et donc parmi ces 52 comptes, selon le choix que vous faites d'un compte, vous allez vous retrouver Hmm. dans un compte qui cible principalement l'intention du roi. L'intention par exemple d'attirer les coïncidences, Hmm. d'attirer de l'or sur, Hmm. sur son royaume, d'attirer de la fécondité. Mais vous pouvez avec un autre compte tirer... euh, les ressources de créativité du héros qui va faire un vide dans la situation où il se trouve pour pouvoir traverser les coups de son adversaire. Il va faire le vide de lui-même, il va se métamorphoser. Ou vous avez des contes qui vous raconteront comment euh, euh, vous projeter dans une vision d'accomplissement qui va attirer la réalité à l'unisson de votre rêve, hein, par des formes d'emprunt, Hmm. par des formes que vous empruntez, des formes de comme si vous pouvez attirer la réalité à l'unisson de vos rêves. Hmm. Voilà, selon les comptes que vous allez tirer, vous allez vous retrouver plutôt dans la fonction du roi, plutôt dans la fonction du héros, plutôt dans la fonction de la fée, plutôt dans la fonction du tout et dans les pratiques de synchronicité. C'est ainsi que, si vous voulez, j'ai un parcours comme ça sur un an et le jeu de la Voix des Contes, qui est le jeu qui permet de mettre en œuvre ces contes dans sa vie de tous les jours, mais sous une forme ludique, c'est-à-dire sans avoir à connaître le parcours lui-même, sans avoir à connaître la méthode de la Voix des Contes, il est possible de la pratiquer à travers des jeux que j'ai créés pour cela. D'où et donc particulièrement le jeu de la Voix des Contes, qui reprend la totalité du répertoire que j'utilise. D'accord. Alors, on parlait de héros, il y a Héraclès et il y a un jeu, puisqu'on parle de jeu, évoqué, il y a un autre jeu qui s'appelle Horaclès, hein, donc un jeu de mots entre Oracle et Héraclès. Voilà, oui. Hein, Horaclès est un jeu d'oracle oui. qui simplifie le jeu de la Voix des Contes pour un usage plus large, si vous voulez. Plus grand public. Voilà, hein, plus grand public. Okay. Ce sont des coachs qui m'ont demandé pour des accompagnements de leurs clients un jeu plus accessible, plus rapide à mettre en œuvre. Et j'ai créé ce jeu Horaclès avec un spécialiste des jeux d'ailleurs qui s'appelle Marc Cuchard. Cuchard, voilà. Ok. Alors peut-être préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec toute cette dynamique, on est sur des... Alors c'est quoi? C'est des archétypes en fait quand on parle de roi, d'héros, de fées ou de tout monde? C'est des symboles? Comment on qualifie ces fonctions? En fait, les contes de fées reprennent les mêmes motifs et les mêmes thèmes que la mythologie antique. C'est une sorte de communication domestique pour un public restreint, domestique, familial, on va dire, des grands mythes. Et ces mythes ont été dépouillés de tout l'aspect religieux, ils sont complètement laïques, il n'y a pas de Dieu. Il y a des instances féeriques qui permettent, par leur pouvoir miraculeux, des résolutions miraculeuses, mais il n'y a pas de Dieu. Et ces contes sont centrés essentiellement sur le héros. Comme nous, dans nos vies, confrontés à des difficultés, nous sommes le héros des résolutions que nous recherchons. Et les contes de fées, d'une certaine manière, reprennent la grande vision de la mythologie, qui est une vision, le monde est un chaos d'énergie extrêmement puissante qu'il va falloir mettre en ordre, ce que font les dieux. Zeus, entouré de ses dieux, il a d'abord enfermé les titans dans les enfers, mais toute cette énergie colossale, il l'a mis en ordre, mais régulièrement des monstres réapparaissent et il missionne des héros pour faire face à ces monstres. Et la façon dont ces monstres apparaissent, ça vient tout à fait renvoyer aux énergies colossales auxquelles nous sommes confrontés.
dans une existence humaine, on rencontre des énergies extrêmement puissantes. On a par exemple l'énergie de détruire son frère qui vient nous concurrencer dans l'amour pour nos parents. Et on veut le tuer. C'est une énergie colossale, cette énergie de mort. Hein. Ensuite, on va grandir avec la sexualité et comment on va gérer cette énergie. Et puis, on va devoir faire face dans l'existence de tous les jours à des défis de survie qui sont énormes, qui demandent de gérer des énergies qui nous dépassent. Et on va rencontrer la mort. Donc, il y a toutes sortes de situations de l'existence exprimées dans les contes, à travers des analogies, des métaphores. Il y a toutes sortes de situations qui sont celles de la confrontation aux énergies énormes du monde, de la vie, de l'existence humaine. Avec l'animalité, avec tout ce que représentent les passions auxquelles on est confronté dans la vie de tous les jours. Et les contes, depuis très longtemps, dans la suite de la mythologie ancienne, vient donner des clés de sagesse, comment faire avec ces énergies-là, comment les canaliser, et avec des aides miraculeuses. Donc, dans les contes de fées, il y a des fées qui viennent à votre secours. Il y a des instances féeriques qui viennent vous secourir, comme les dieux dans les mythes anciens venaient secourir le héros qui était missionné pour confronter des monstres. C'est un peu ça, c'est les mêmes thèmes, mais dans des narrations qui sont destinées aux familles, d'une certaine manière. Dans des publics réunis à l'occasion des fêtes agricoles, vous voyez, d'autrefois, les conteurs venaient raconter ces contes pour donner un peu rassurer ces populations confrontées à des situations difficiles, pour les canaliser dans une sorte de représentation du monde laïque, païenne. C'est antérieur au christianisme. Le christianisme a essayé de réutiliser, bien sûr, toutes ces grandes clés de sagesse qui viennent de l'Antiquité ancienne, de l'Antiquité païenne. Elles sont pré-chrétiennes. Les contes ont une origine d'avant l'écriture. Et alors, une chose tout à fait étonnante, c'est que les contes, avec leur thématique, existent dans toutes les cultures. Oui, on trouve les mêmes contes, c'est-à-dire les mêmes structures. Il n'y a que des variantes culturelles selon la population dans laquelle ils sont apparus, ou telle variante est apparue. Alors, vous évoquez le mot structure, je crois que vous avez mis à jour aussi une structure du conte. Voilà, et moi j'ai mis au jour une structure vitale des contes. Il existe une structure morphologique des contes. Les contes de fées ont été l'objet d'études très, très, très poussées, très averties par les anthropologues. Déjà, ils ont remarqué cette identité des motifs dans toutes les cultures, d'une part, et puis ils se sont intéressés à la mécanique, on pourrait dire, parce que les contes sont canoniques. C'est-à-dire, ils répètent les mêmes choses. On voit revenir des choses, il y a une récurrence de motifs qui donne à réfléchir à la manière dont ces motifs réapparaissent et pourquoi, à quel rythme et dans quelles conditions, ce qui fait apparaître une structure. Il y a une morphologie du conte qui a été mise au jour par, dans la Russie traditionnelle, où les contes sont très vivants, des chercheurs, anthropologues, propres notamment, a mis au jour une structure morphologique des contes, qui a fait ensuite, qui a trouvé un écho très, très poussé auprès des structuralistes. Les structuralistes se sont inspirés de la structure morphologique des contes pour réfléchir à des structures de l'imaginaire, vous voyez. Et là, il y a 33 points, je crois, c'était beaucoup. Et vous êtes arrivé à moins, je crois, finalement. Oui, mais on ne peut pas comparer les deux. Moi, je ne m'intéresse pas du tout à la morphologie, je m'intéresse au niveau de créativité exposé dans les contes. Allons-y, qu'est-ce que vous... Donc pour moi, il y a 4 grands niveaux de créativité. Il y a un niveau de percée, c'est-à-dire on est dans une situation d'impasse et tout à coup, on trouve une idée géniale qui permet de sortir de l'impasse. Comme par exemple, si vous prenez le défi auquel Archimède est confronté quand le tyran vient lui demander pour une couronne en or, si elle est en or pur ou si jamais il y avait un alliage, comment pourrait-il lui dire si c'est de l'or pur ou pas, sans faire fondre la couronne parce qu'il veut garder la couronne. Comment faire?
Et Archimède cherche, il ne trouve pas, il n'a aucune idée. Et après avoir longtemps cherché, il a 3 jours pour ça. Après avoir longtemps cherché, on va dire le premier jour, à la fin de la journée, il n'en peut plus, il se remplit un bain pour se détendre, et il a rempli un peu au ras-bord la baignoire déborde, et tout à coup, il a la vision que l'eau qui déborde, elle a le volume de sa jambe. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir le volume de la couronne, avec l'eau qui déborde. S'il immerge la couronne dans un récipient à ras-bol, à ras-le-bord, pas le ras-le-bol, eh bien, il aura le volume de la couronne. Et avec ce volume, il suffira de comparer le poids pour savoir si c'est de l'or pur ou un alliage. Donc, voilà ce qu'est une percée créatrice dans l'univers des contes. C'est-à-dire l'ouverture d'une inspiration. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la solution, la réponse, elle était là. Oui, elle était là depuis toujours. On ne la voyait pas. Ouais. Il faut qu'elle apparaisse ici. Ouais. C'est ici que j'ai un problème. Mais ici, comment faire apparaître cette idée de vérité, on pourrait dire. Et pour l'univers des contes, la réalité est un infini des possibles, c'est-à-dire un infini de réponses, où le héros a la particularité, le génie, d'aller puiser. Et comment il fait pour aller puiser les réponses dans cet infini des possibles? C'est par l'infini de son être, par l'infini de sa nécessité à aboutir. Archimède, il est dans la nécessité de trouver la réponse. Parce que sa tête en répond. Et cette nécessité de trouver la réponse a vu cette chose de rien, que la baignoire débordait au moment où il mettait sa jambe dans la baignoire. Il aurait pu ne pas le voir, vous êtes d'accord? Oui, et il l'a vu. Oui, il l'a vu. C'est-à-dire quelque chose en alerte en lui, l'a vu. Parce qu'il lui fallait. C'est-à-dire, c'est comme si, à l'infini de sa nécessité de survivre, était donné dans l'infini des possibles, ce possible-là, qui existe en puissance. C'est de la potentialité, vous voyez. L'univers des contes nous invite à nous relier à une réalité toute potentielle. La réalité, c'est un tout possible. Et il n'est que de nous d'aller puiser dans ce tout possible les réponses dont on a besoin. Oui, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une impasse. Donc là, on commence beaucoup de gens aujourd'hui, mais tout le monde. On est tous dans des impasses, à un moment ou à un autre. Ouais. Donc ça, et les réponses sont dans le tout possible. Donc première étape, on est dans l'obstacle et finalement l'obstacle amène à une percée. Après, alors il y a trois autres étapes. Après, il va falloir donner suite à ça. Voilà, comment on fait? À l'inspiration, Archimède, il a vu qu'ensuite il faut qu'il donne suite à ce qu'il a vu. Quelquefois, les inspirations que l'on a sont tellement saugrenues, sont tellement invraisemblables, sont tellement qu'on les met en doute. Voyez, alors qu'il y a une évidence, il y a un endroit, il y a une évidence, mais en même temps, elles sont trop extravagantes. Si on en parle comme ça, on va nous nier et on va nous remettre en cause, etc. On va nous dire qu'on a fumé la moquette ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, beaucoup d'inspirations que l'on a dans notre vie, on n'y donne pas suite parce qu'elles sont trop décalées. Donc le héros doit donner suite à cette inspiration. Il y a un travail à faire par rapport à l'inspiration qu'on a eue pour y donner suite. C'est l'engagement, le deuxième niveau dans le conte où le héros s'engage pour la vision qu'il a reçue. Et s'il s'engage, et s'il ramène cette vision dans le contexte, là, par exemple, Archimède, il a fallu qu'il vende au tyran sa solution. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le temps d'immerger la couronne dans un récipient à ras-bol, voilà, à ras-le-bord, pour identifier le volume et ensuite faire les calculs en question. Donc, il faut donner suite à ça. Et si ça donne suite à ça, eh bien, il y a une sorte d'accélération. C'est-à-dire, on sort de l'impasse, on se retrouve avec une solution pour traiter la difficulté, et ça change complètement le contexte. Il y a une accélération qui va faire que il va falloir gérer cette accélération.
C'est-à-dire qu'on se retrouve, la situation d'impasse et d'immobile qu'elle était devient vivante avec plusieurs possibilités, avec toutes sortes d'ouvertures qui se font en même temps, ce qui devient une charge, si vous voulez. Oui, Quand tout d'un coup vous commencez à fonctionner à partir de vos inspirations, eh bien il y a beaucoup de possibilités qui se présentent dans votre vie, d'opportunités qui se présentent, et vous pouvez crouler sur les opportunités. Comment choisir? C'est le troisième niveau, Voilà. Justement, pour pouvoir faire face à l'accélération et à la multiplication des opportunités, il faut revenir à l'intérieur de vous-même. Le héros revient à l'intérieur de lui-même, là où il ressent, où il a la capacité à faire face à cette accélération. Et c'est là qu'on trouve le thème remarquable de l'univers des contes merveilleux, qui est le thème du royaume à délivrer. Et le royaume à délivrer, c'est la potentialité à libérer. Par exemple, c'est dans le gland, le chêne, le programme du chêne. Le gland, vous le mettez en terre, il va germer. Peut-être qu'il est à côté d'un germe d'une semence de tournesol. Donc, le gland pousse en même temps que le tournesol. Et au démarrage de leur poussée, donc c'est la percée créatrice, ils ont germé au démarrage de leur poussée et ils avancent selon leur appel. Eh bien, à un certain moment, si le chêne se croit tournesol, parce que c'est ça dans nos existences, nous on ne sait pas qui nous sommes et on se voit grandir, on se voit faire des choses, on a des inspirations, des opportunités se présentent dans nos vies, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Si je me prends, moi, qui suis un chêne, donc un gland qui a germé et qui est en train de pousser comme un chêne, si je me prends pour un tournesol, parce que le tournesol à côté, il a germé un petit peu avant moi et il est mon modèle, je le regarde et je me dis, je pousse à côté de lui. Moi, si je me prends pour un tournesol, à un certain moment, je deviens un tournesol monstrueux, puisque je grandis avec une puissance, une intensité que le tournesol n'a pas. C'est ce qui se passe pour les gens qui sont très très doués, ou chez qui se révèle tout à coup un don. Ils sont comme des monstres, là où en eux quelque chose les appelle, pousse, demande, exige, etc. Comment gérer ça? Eh bien, ça, c'est gérable, justement, dans le modèle de croissance lui-même. C'est-à-dire le chêne est le modèle de croissance de ce gland qui a germé et qui pousse d'une manière excessive, semble-t-il, par rapport au tournesol qui est à côté. Si on revient dans le modèle du chêne, il est tout à fait normal de pousser comme ça. Voyez? Donc, au troisième niveau de créativité, il est important de pouvoir reprendre le contact avec le modèle de croissance, le royaume en puissance que nous sommes, pour pouvoir grandir selon ce royaume, selon cette royauté. Alors justement, beaucoup de gens évoquent, alors là il y a différents niveaux de compréhension, on peut dire effectivement c'est quoi? C'est notre être intérieur, Jodorowsky dirait ça, Jung dirait le soi, d'autres personnes diraient l'âme. Moi je vous ai dit, regardez, je vous ai dit, oui. Regardez, le gland c'est une semence, il germe, maintenant il pousse, maintenant qu'il a germé, il pousse, et il pousse selon le programme qu'il est en puissance. Donc toute la question, vous n'avez pas besoin de vous poser la question si c'est le soi ou si c'est l'être ou si c'est... juste à ressentir ce qui appelle en vous, le programme qui appelle. C'est ça qu'invite à faire les contes. Ils invitent à ressentir le royaume caché qui appelle sa sortie au jour. Et il y a beaucoup de contes comme ça qui racontent, justement, les contes de délivrance notamment, comment le programme en question vous fait une mise en scène. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous croyez qu'avec l'idée du soi ou de l'être ou de l'individualité, que sais-je, l'individuation, etc., vous allez comprendre davantage. Pas davantage, parce que c'est extrêmement mystérieux ce qu'on en est vraiment. C'était profondément mystérieux. Et les contes nous racontent ça. Nous racontent comment le royaume a délivré, qui a besoin de son héros pour être délivré, lui fait une mise en scène, de sorte que le héros, sans comprendre, peut se caler sur l'attente de ce royaume, qui ne peut grandir qu'à certaines conditions. Vous voyez ? Ce qui suppose finalement pour chacun d'entre nous une deuxième naissance, une forme de renaissance
on est en tant C'est- que X, et il y a quelque chose d'autre qui renaît chez nous, qui serait notre... Si vous voulez. la métaphore que vous avez employée. Comme Si vous voulez. la chenille et le papillon, peut-être aussi. Voilà, hein. oui, Ça pourrait, on peut être trouver plein dans la de palme figures. qui Dans la parlent nature, vous savez, la parlent de nature ça, est plein voilà. de situations qui sont de ce type-là. Nous ne sommes pas différents de la nature. Mmh. Et il y a plein de métaphores, en effet, qu'on peut trouver dans la nature, comme celle du papillon, en effet, de la chenille, il y a du papillon. Alors, je récapitule. Donc, la percée créatrice, l'engagement, l'alliance, et puis Oui. il y a un quatrième niveau, je Qui crois. est la synergie. Alors, expliquez-nous. C'est-à-dire que pendant que vous grandissez, regardez, le chêne grandit. Mais le chêne, il grandit pas tout seul. Mm. Il grandit dans une terre, il pompe des nutriments dans la terre, il pompe de l'eau, il pompe de l'air, il pompe de la lumière, et puis il y a toutes sortes de choses autour de lui qui poussent en même temps que lui, qui profitent de sa poussée, qui sont en interaction avec lui. Nous sommes tous en interdépendance et réciprocité. Mhm. C'est cette intrication de tous. C'est cette sorte de synergie qu'on voit au cœur des synchronicités, qui donne lieu à toutes ces synchronicités dans nos existences où on s'étonne d'alignements tout à fait surprenants. Alors, synchronicité, c'est un hasard qui a du sens, c'est ça? Tout à fait, ce sont des alignements qu'on Ouais. ne comprend pas. Oui. Nous, on comprend que les choses se passent par lien de cause à effet. Mhm. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sans lien de cause à effet, mais parce qu'on ne voit pas les liens. Mhm. On ne voit pas les alignements, on ne voit pas comment les choses s'alignent selon, justement, quelque chose de plus caché. Quelqu'un écoute notre podcast, il se balade, il voit une boîte à livres, il trouve un de vos livres. C'est une synchronicité? Exactement. Hein? Et Ça la peut être- personne se Ah, dit, tiens, j'en il y a ai un peut-être chien, quelque- ça c'est Il y a étonnant. peut-être quelque chose à creuser. C'est-à-dire, j'ai écouté l'interview, ça m'a titillé. Bon, et là, du coup, tiens, c'est peut-être un rappel que j'ai J'aime peut-être bien quelque votre chose exemple, en tout cas. j'ai peut-être quelque chose à faire avec ça. Parce que J'aime bien votre le exemple livre parce que sur mon combien de chemin. fois, ayant Voilà. été interviewé, Voilà. il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appelaient en disant « Dis donc, Oui. Jean-Pascal, c'est incroyable, chez un tel, un de mes amis, etc. On a évoqué un de tes enregistrements, mais c'est pas possible, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Et comment cet ami-là me renvoie à ça? Vous voyez, voilà. C'est plein de choses comme Comme ça ça, de qui clins se- d'œil comme qui ça. se passent, L'arrière-plan, ouais. c'est-à-dire un tout possible en arrière-plan, où plein d'intelligences qui sont à sortir au jour se mettent en mouvement. Mhm. Si vous bougez, ça va bouger autour de vous. Et il va y avoir des recoupements. Ouais. Et des recoupements dans un monde, dans un univers extrêmement riche et merveilleux, qui est extrêmement attirant. Vous voyez, au lieu de se désespérer, de piétiner, etc., d'avoir des difficultés, etc., il est plus intéressant de s'ouvrir à une perspective d'un tout possible et d'y aller avec l'infini de soi-même. Mhm. On sent bien qu'il y a quelque chose qui appelle infiniment en nous. Mhm. Hein, il y a des qualités qui appellent infiniment en nous. Mhm. C'est ça l'infini du héros. Mm. L'infini du héros qui fait que, je sais pas, dans le chat botté, le chat qui est infini chasseur va tirer son maître de l'impasse dans laquelle il est. Ou dans le petit chaperon rouge. Ce petit chaperon rouge que tout le monde aime, rien qu'à la voir. Vous voyez comment ce petit chaperon rouge arrive à passer à travers l'engloutissement du loup et à ressortir vivante. Vous voyez ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est en nous, cet appel infini qui peut en fait ouvrir l'infini des possibles? C'est ça que nous racontent les contes. Mhm. Ils nous disent, faites attention, il y a de l'infini en vous. Si vous prenez appui sur cet infini, vous pourrez ouvrir l'infini des possibles et résoudre tous les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Formidable comme Oui, leçon. c'est un message très optimiste. Absolument. Dans une période où tout est fait pour nous faire peur et nous replier sur nous-mêmes, Ouais, vous avez une espèce de... absolument. Alors, quand même, par rapport à la période qu'on vit, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur une des finalités. Votre travail, on le voit bien, c'est la thérapie. Hein. Il y a un livre qui parle de ça, le manuel de la thérapie par les contes de fées. Alors, il y a plusieurs niveaux et je voudrais savoir si vous faites une différence entre ce qu'on va appeler le développement personnel à travers le conte, le développement transpersonnel et le développement spirituel. Est-ce que dans votre pratique de thérapeute, vous différenciez ces niveaux ou pour vous, il y a juste le développement personnel? Comment vous vous situez? Moi, à l'origine, j'ai créé une méthode de thérapie par les contes. Donc ça, c'est du développement personnel. Aller mieux, hein, Voilà. c'est ça. Aller mieux en puisant dans les ressources Oui. qui nous habitent. Mm. Ça, c'est une chose. Mais en réalité, dans la finesse de cet univers des contes merveilleux, par le fait que c'est à partir de l'infini du héros que peut être ouvert l'infini des possibles,
Et que cet infini du héros, c'est l'infini de ses qualités d'être. Si vous êtes généreux, la générosité en vous, vous allez croire, vous, que vous êtes plus ou moins généreux. D'ailleurs, les gens vous trouvent généreux, mais vous êtes bien d'accord que vous êtes généreux, mais il y a des jours où vous n'êtes pas généreux. Donc, vous vous dites plus ou moins généreux. Et vous n'allez pas croire que cette générosité est infinie. Alors qu'en fait, cette générosité, si vous regardez, quand elle a manqué de générosité, si on peut dire comme ça, ou que vous avez manqué de générosité, elle vous rappelle à l'ordre, elle vous dit, t'aurais pu faire ça, t'aurais dû faire ça. Et elle va ambitionner le prochain coup d'être davantage généreux. Et si vous regardez de coup en coup, comme ça, ce critère en vous de la générosité, en réalité, la générosité, elle veut la générosité à l'infini. Toutes nos qualités se veulent à l'infini. Si je suis joyeux par nature, la joie de vivre en moi veut la joie à l'infini. Si j'aime, l'amour en moi veut l'amour à l'infini. Et en cela, ces qualités d'être, en soi, ces qualités sont infinies, et comme qualités infinies, sont des qualités de l'être. L'être est infini. Et donc, on ouvre là-dessus, on s'ouvre à une dimension spirituelle, transpersonnelle. Il serait plus juste de dire transpersonnelle. Vous faites quoi comme différence entre le spirituel et le transpersonnel? Le transpersonnel exalte cette dimension infinie en nous. Et va essayer de, à la manière du développement personnel, de tirer profit de cette dimension infinie, de cette dimension de l'être. Mais c'est dans une perspective égocentrique encore. C'est le gourou sur Internet, un petit peu. Le gourou spirituel, ou l'ego spirituel, non, je dirais pas ça. Le transpersonnel, c'est au-delà de la personne. Au-delà de la personne, oui. C'est-à-dire, en vous, quelque chose appelle... Oui. Au-delà de votre personne, vous appelle plus loin. Parce que l'être en vous, comme j'ai dit dans l'exemple des qualités d'être, la générosité en vous appelle au-delà de votre personne. Elle appelle la générosité elle-même, la générosité à l'infini. Ça vous fait dépasser votre personne. Mais vous êtes encore dans la dualité, disons. C'est-à-dire, il y a vous et le monde. C'est un vous meilleur, c'est un vous au-delà de votre personne. Mais c'est encore vous. Tandis que dans la spiritualité, on recherche l'unité. La spiritualité vise l'unité. La fusion avec l'être unique, d'une certaine manière. Ce qu'il est possible de trouver dans les contes. Regardez, moi j'ai commencé à ouvrir dans l'approche des contes cette question, qu'est-ce que devient le héros quand il est devenu roi ? Donc le héros en a terminé avec l'impasse. Le problème a été résolu, le héros est récompensé, le roi lui donne sa fille, plus tard il devient roi. Maintenant qu'il est dégagé de tous les problèmes, ce roi, ce héros devenu roi, il a le temps de revenir sur la manière dont ça s'est passé, comment il a été aidé, comment il a percé dans l'infini, comment il a rencontré des instances féeriques qui lui ont porté secours. Et il va s'interroger sur l'intention de ces percées, de ces instances féeriques. Pourquoi a-t-il été secouru? Qu'est-ce qu'il y avait comme intention chez ces instances féeriques qui sont venues l'aider? Veulent-elles encore quelque chose? Sont-elles à fréquenter, là, maintenant, et avec elles, élaborer des choses? Là, on commence à entrer dans la spiritualité, c'est-à-dire dans une perspective où, au-delà du héros, au-delà du roi, il y a une intention d'un monde supérieur. Il y a une intention de la divinité ou quelque chose comme ça, d'une transcendance. La spiritualité vise la transcendance. Au-delà de l'humain, la transcendance. Est-ce qu'il existe une transcendance? Voilà. Vous ne parlez pas de religion, vous parlez de quelque chose qui serait derrière la religion, qui serait une symbolique universelle alors, ou quelque chose comme ça. Je vous pose la question, ou je pose la question à vos auditeurs. Oui, est-ce que, étant aidé, regardez, dans les moments d'aide tout à fait surprenantes, on se demande pourquoi tout à coup des choses changent dans notre vie, pourquoi des choses s'alignent. Est-ce qu'on a un destin? Mais on sent bien que c'est comment, pour un destin personnel, on mettra en mouvement le ciel. Franchement, ça paraît complètement disproportionné. Non, il se pourrait,
et des grandes transmissions spirituelles l'annoncent. Il se pourrait que l'homme ait une place dans le cosmos et qu'il soit le relais d'une présence cosmique qui, ici, a besoin de régénérer, de vitalité. Sinon, tout s'éteindrait, tout se figerait, se cristalliserait. Il faut une régénération, et la régénération, ça va se passer à travers des individus qui, au-delà d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont à résoudre concrètement dans la vie de tous les jours, en fait, inscrivent leur action dans une dimension bien plus vaste, en lien avec peut-être une transcendance. D'accord. Qui a besoin d'une régénération ici, vous voyez, dans ce monde-ci. Et à ce moment-là, on entre dans la spiritualité. C'est-à-dire, on entre dans la perspective d'une transcendance, de principes, de grands principes, ou de grandes énergies, de grands courants créateurs qui, conduisent ce monde. Regardez comment ce monde est en train de changer à une vitesse colossale. C'est sûr que l'humain, il est pour quelque chose, mais c'est pas lui qui a engendré ça. Sinon, on l'aurait engendré depuis longtemps. Une telle accélération, d'une certaine manière, qui permet un tel progrès, qui permet à la médecine de faire des progrès aussi extraordinaires. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Mais vous voyez, c'est que quelque chose doit bien le vouloir, quelque part. Vous avez un optimiste intéressant, motivant, mais c'est vrai que du coup, la question de l'ombre et la question du mal, comment vous l'intégrez dans tout ça? Parce que quand même, depuis 2020, l'humanité a connu, à travers les différentes crises, les différentes guerres, contre des virus, contre des pays, des peuples, il y a quand même quelque chose de très dur dans l'humanité aujourd'hui, qui se fait, qui se joue. Apparemment. Voilà. Et vous êtes quand même... il y a toujours eu des passages difficiles. Vous êtes confiant dans le dépassement de ces épreuves-là, finalement? Moi, je suis confiant qu'une transcendance sait où elle va. Oui. Voilà. Si j'ai foi en une transcendance. Voilà. Et nous, j'ai confiance qu'elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Alors elle est bien plus à même de savoir ce qu'elle fait que moi. Voilà, que vous. D'accord. Et là, tout est ouvert, et à chacun de faire avec ça. Les contes, justement, sont vraiment intéressants pour ça, parce qu'ils mettent souvent en scène des situations où vraiment le héros est obligé de prendre le ciel à témoin. C'est tellement effarant ce qui se passe, ce qui lui arrive, qu'il est obligé de prendre le ciel à témoin. Regardez, par exemple, 3 frères cherchent leur chance. Et ils sont partis comme ça dans le monde à la recherche de leur chance. Et puis, ils arrivent dans une première forêt. Il y a une montagne d'argent dans cette forêt. Les 3 réfléchissent, etc. Puis il y en a un des 3 qui dit, moi, c'est bon, ma chance, je la vois, elle est là, c'est cet argent. Je prends tout l'argent que je peux et je rentre à la maison. Les 2 autres se disent, non, notre chance, c'est plus que de l'argent. Ils continuent. Ils arrivent dans une deuxième forêt. Et là, dans cette deuxième forêt, il y a une montagne d'or. Voilà, ça donne à réfléchir, ça. Une montagne d'or, on pourrait prendre tout l'or qu'on veut et puis rentrer. Et puis, les 2 frères réfléchissent, puis il y en a un qui se dit, ouais, ça se trouve, je ne me retrouverai pas devant quelque chose d'aussi intéressant, j'ai intérêt, je prends tout l'or que je peux et je rentre à la maison. Le troisième se dit, non, moi, ma chance, ça peut pas être, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, c'est plus que ça, ma chance. Allez, je continue. Et il continue, il touche pas à l'or, et il continue. Et il arrive dans une autre forêt, et cette forêt est immense, il marche, ça fait 3 jours qu'il marche, et il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien à boire, etc. Il dit, oh là là, ça c'est inquiétant. Il avise un très très grand arbre qui est un peu comme ça au-dessus de l'horizon, si on peut dire, de la cime des autres arbres. Il monte là-haut et il voit que la forêt ne finit nulle part. Ben, il est foutu. Il est foutu parce que maintenant, revenir en arrière, ça va lui prendre 3 jours, donc il va crever de soif en route. Avancer, ça finit nulle part, la forêt. Donc il va mourir. Alors imaginez-vous, vous, au sommet de cet arbre, ayant tout donné, ayant donné votre vie à l'idée de la chance, d'une chance possible, n'est-ce pas? Bien meilleure que l'argent et l'or. Et vous devriez crever? Ça vous va, tout ça? Une absurdité pareille? Non, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire par noblesse, on pourrait dire, noblesse de cœur. Vous avez vu plus loin, c'est-à-dire, vous sentez bien que la chance, ça peut être plus que l'argent et l'or, non? Et vous avez continué, et vous allez mourir à cause de ça. Ça tient, ça marche? Dans l'ordre des choses, dans votre vision du monde, dans ce que peut être une existence humaine? Ça vous va de vivre comme ça? Avec des impasses pareilles, c'est-à-dire vous avancez vers un sens vrai des choses et vous tombez dans une impasse, c'est possible ça?
vous appelez le ciel, vous engueulez le ciel, si je puis dire. Enfin, vous engueulez ce qui a fait que vous avez été poussé jusque-là. Vous êtes un imbécile. Vous comprenez? Ou bien, non, vous avez raison. Bref, celui-là qui est au sommet de l'arbre, il est complètement sonné, non? Et redescendant de l'arbre, raconte le conte, redescendant de l'arbre, à un certain moment, en lui se dit, très bien, je vais mourir, mais si je pouvais manger une dernière fois et me sentir rassasié. Et là, tout à coup, il connaît sa chance. Sa chance, ça serait connaître la satiété. La satiété. Vous voyez? Eh bien, à celui-là, raconte le conte, au pied de l'arbre, quand il arrive au pied de l'arbre, qu'est-ce qu'il voit? Une nappe posée par terre, couverte de plats succulents. Waouh! Et là, il sent qu'il a été entendu. Donc il mange, voilà, son problème est résolu, et il est bien avisé, quand il a fini, de plier la nappe et de l'emporter avec lui. Car il pressent, selon les thématiques des contes, n'est-ce pas, que c'est peut-être une petite nappe couvre-toi. Et le soir, avant d'en finir avec sa journée, il va étendre la nappe, et il va dire, petite nappe, couvre-toi. Et waouh! La nappe se couvre à nouveau de mets succulents. Et là, il a compris que ce matin, dans sa détresse, quand il a formulé ce souhait, manger une dernière fois et me sentir rassasié, il a été entendu. Et une petite nappe couvre-toi est arrivée, lui a été donnée. C'est pas sa chance pour lui, c'est le viatique avec lequel il va pouvoir aller chercher sa chance jusqu'au bout. Et le conte raconte comment ensuite, grâce à cette petite nappe, il va de chance en chance, etc. Et il va arriver à une plénitude, il va connaître la satiété qu'il a appelée de tout son cœur. Vous voyez, voilà ce que racontent les contes. Oui, c'est une vision très optimiste, effectivement, du monde, et qui dit qu'on peut changer son destin et créer son futur, un petit peu, c'est ça? Si vous voulez, il y a en nous un être infini qui est à même d'aller puiser dans l'infini des possibles et de s'unir à cet infini des possibles, de faire un avec l'infini des possibles. Et il y a une spiritualité possible. Il y a une spiritualité, on peut vivre les contes comme une voie d'éveil. C'est ce que j'enseigne maintenant. C'est ce que vous éveillez. Vous essayez d'éveiller. J'enseigne la fusion avec le merveilleux. Voilà. Alors peut-être évoquer la thématique du Graal, parce que je sais que vous travaillez là-dessus. Oui. Comment la quête du Graal, est-ce que ça fait sens avec ce qu'on vient de dire? Parce que c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. On a beaucoup parlé de Graal objet, de Graal calice, de Graal émeraude, de cherche, mais il y a peut-être autre chose derrière la quête du Graal aujourd'hui. Il y a des quêtes du Graal dans toutes les cultures. Au grand moment de l'histoire, on pourrait dire, il y a des quêtes du Graal. Et selon les époques, selon les cultures, des quêtes différentes. Vous voyez, là, on pourrait dire que dans l'islam, ce fameux poème, comment s'appelle-t-il dans l'islam, dans la Perse antique, ce fameux poème... La conférence des oiseaux. La conférence des oiseaux, c'est une quête du Graal. Oui, ok. C'est une quête du Graal. Alors évidemment, le Graal, on ne parle pas de Graal directement, c'est une quête du Graal pour cette culture, à ce moment-là, avec cette religion derrière, vous voyez. C'est une quête du Graal. Alors il y en a une dans le Moyen-Âge, chez les Celtes, là, voilà, qui est apparue. Et moi, j'ai eu, voilà, prétention, je ne peux même pas dire prétention, je me suis amusé plutôt à considérer qu'il y aurait une quête du Graal pour notre époque. À écrire. Oui, et qui serait, ça serait quoi le Graal? Parce qu'il y a le Da Vinci Code. Moi, je suis en train de... J'ai écrit une quête du Graal pour notre époque. Et c'est l'histoire d'un groupe, alors des chevaliers, comme les chevaliers de la table ronde. C'est un groupe de seniors qui ont trouvé la clé de la fusion avec la divinité, ou de la fusion avec le merveilleux, et qui vont essayer de survivre pour partager cette clé. C'est-à-dire, ils ont trouvé un chemin spirituel, mais ils vont mourir, ils ont 75, 80 ans, etc. Et ils se disent, comment on pourrait se retrouver dans un corps, là, comment pourrait-on prolonger notre temps dans un corps rajeuni, dans un corps jeune? Vous
savez, comme des gens qui disparaissent, qui meurent, mais en pleine force de l'âge. Et c'est tout, il meurt. Et un corps qui va, si ce corps-là était récupéré, vous voyez, par une âme vivante, hein, parce qu'il y en a qui ont fini, et il laisse un corps comme ça. Ça s'appelle des walking, ça. Vous connaissez ça, ce système. Comment on appelle ça? L'incorporation. Non, il y a des contrats d'âme, comme ça, de l'autre côté, qui s'établissent, et dans cette existence, si vous avez un contrat d'âme avec une autre âme, vous pouvez très bien, au moment où cette personne se noie, par exemple, et son corps est dans le coma, et vous mourrez, hein, hop, vous passez dans ce corps disponible. Oui. Ouais, donc ça, voilà. Et vous vous retrouvez dans un corps de 30 ans ou 40 ans. Donc ces seniors, qui ont trouvé une voie d'éveil, qui ont pratiqué, qui ont trouvé une voie d'éveil et qui ont trouvé l'éveil, c'est une histoire, c'est une quête, hein, c'est une légende du Graal, c'est une légende, c'est une histoire légendaire. Chacun est porteur d'un conte, ils reçoivent un conte, chacun dont ils doivent écrire la suite. Et ils racontent cette histoire de cette suite de contes pour se retrouver ensuite. Parce que quand vous changez de corps comme ça, le corps dans lequel vous êtes maintenant n'a pas du tout la mémoire, de ce que vous étiez avant. Vous arrivez avec votre mémoire, une certaine mémoire. Mais ce corps-là, avant qu'il vous reconnaisse, il va être déphasé, etc. Donc, pour se reconnaître les uns les autres, ils créent une histoire ensemble qui leur permettra de se retrouver les uns les autres. C'est ça la quête de Graal en question. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose que vous écrivez actuellement. Je l'ai fait en podcast, je pourrais vous passer en podcast. D'accord. Je vous le soumettrai à votre perspicacité. Voilà, et ça peut être un roman initiatique. C'est un roman initiatique. Voilà. Bon. Avec cette idée amusante de seniors qui vont se mettre dans des corps plus jeunes. Ça pose la question de la transmission. Pour pouvoir rester plus longtemps. Ce qu'on a reçu dans une époque où les gens lisent moins. Alors, on va finir sur une touche littéraire pour rappeler un petit peu quelle est votre actualité de réédition. Peut-être dire que celui qui vient d'être en réédition, j'ai réédité la pratique de la synchronicité par les contes. Voilà. Je devrais rééditer prochainement le jeu de la voix des contes. Oui, c'est ça. L'éditeur y travaille. Je n'ai pas encore vu les épreuves, mais il y travaille, a priori. C'est la prochaine chose qui devrait se faire. Voilà. Et on trouve un petit livre avec des petits oracles, je crois, Contes pour apprendre à voler. Vivre la magie des contes, chez Albin Michel, il est toujours disponible. Alors, un petit livre avec des oracles, Contes pour apprendre à voler, je crois. Voilà, il est disponible chez je crois que c'est le Courrier du Livre, oui. Il est disponible, on peut l'acheter. Donc, Très Daniel... Oraclès, le jeu du héros, est disponible aussi chez Très Daniel. Très Daniel aussi. Et vous avez, pour ceux qui s'intéressent à la speak coaching, vous avez un site internet, je crois, où on peut consulter. Oui, vous faites toujours des formations. Lavoidescontes.com, La Voix des Contes, VOIE, des Contes, CONTES, lavoidescontes.com, on me trouve, ou bien coach de légende, au singulier, coach de légende, en un seul mot.com. Voilà. Sinon, Jean-Pascal de Bailleul sur Google, Jean-Pascal de Bailleul, DEBAI2LEUL, on me trouve très facilement sur Google. Et là, on a toutes les références et je donne des séminaires actuellement. J'ai des élèves qui transmettent la voix des contes, bref. Et vous n'êtes pas à la retraite et vous ne ferez jamais la retraite. Je suis à la retraite, mais je ne serai jamais à la retraite. Vous êtes toujours actif. Voilà. Absolument. Jean-Pascal de Bailleul, merci pour votre optimisme et puis la façon dont vous portez et dont vous éveillez nos auditeurs, prenant conscience un peu de ce que peuvent porter les contes. C'est pas que des histoires pour réveiller les petits-enfants, c'est pour réveiller aussi des adultes. Voilà, Tout à fait. Merci. Merci à vous.